maintenant. OK. Alors, c'est parti pour nous. Le Serious Game, associé divertissement et formation pour vous motiver vos équipes. Merci beaucoup de participer à cette formation, à cette formation, à ce webinaire qui a trait au Serious Game et notamment au principe de gamification. On a choisi de traiter ce sujet d'une manière un petit peu différente, c'est en vous faisant participer. C'est le gros point principal de ce webinaire. Alors, il y a un micro qui doit être allumé. Pensez bien à éteindre tous vos micros. Je vais d'ailleurs en faire tout de suite. Je vais regarder. Pensez bien à éteindre tous vos micros, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie d'avance. Donc, le plan aujourd'hui, le menu, il va se composer en 5 parties. La première partie, ça va être une partie où on va exposer quels sont les ressorts du jeu et qu'est-ce qui fait que le jeu est efficace en formation. Alors, il y a un écho, je suis désolé, je ne sais pas d'où ça vient, mais je vais couper le micro de tous les participants. Je ne sais pas si vous avez cet écho. Je vois que tous les micros sont coupés. OK. Donc, jouer est-ce bien sérieux, c'est le nom de cette première partie où on va exposer justement les ressorts du jeu et notamment les ressorts psychologiques du jeu. Et ensuite, on va s'intéresser au principe qui va intéresser beaucoup de monde, d'après ce que j'ai vu dans les premiers échanges, c'est comment on passe du jeu au serious gaming, qui est un oxymore, qui est vraiment l'association de deux termes qui apparemment sont opposés. Mais si vous êtes intéressé au sujet, vous imaginez bien et vous avez peut-être déjà testé vous-même l'intérêt du jeu dans la formation et dans le développement des compétences. Ensuite, on va vous faire participer à une expérience collaborative. On va jouer ensemble à un de nos serious games. Et donc, on va jouer sous un format que je vais vous exposer juste après. Ensuite, on va mettre en perspective le développement des serious games. Donc, c'est la 4e partie sur analyse et débriefing, sur mettre en perspective qu'est-ce que ça va nous permettre de faire demain. Et enfin, on répondra à vos questions. Et j'espère on aura beaucoup de réponses. Questions et réponses dans la 5e partie. Alors, c'est parti. Jouer, est-ce bien sérieux? C'est le nom de notre première partie. Ah, j'avais oublié, il faut quand même qu'on se présente. Et oui, c'est quand même l'élément essentiel, surtout que c'était une première manière de pouvoir vous faire tester notre partie interactive. Alors, comment on va faire? C'est qu'on va organiser des sondages. On va administrer des sondages et c'est la majorité qui décidera, qui fera le choix du joueur, qui va simuler le choix du joueur. Donc, le premier sondage que je voulais vous proposer, c'est vous allez décider de qui va commencer. Donc, choisissez votre personnage. Je l'ai appelé « Choisissez votre personnage ». Donc, je vais vous proposer le sondage et je vais le lancer. Vous aurez, attention, il faudra être très rapide. Vous allez avoir environ 10 secondes pour répondre. Attention, c'est parti. Je vous ai lancé le sondage. On est 17 personnes. Vous avez environ 10 secondes. Il faut aller très, très vite. C'est vraiment comme dans un jeu télévisé. Donc, on va entendre qui. C'est terminé. Je vais partager les résultats. Donc, il faudra aller à peu près aussi vite quand on fera le jeu en direct. Les résultats, Alix, je pense que c'est toi qui revient l'honneur de faire la présentation. Génial, super. Et je vais te proposer de commencer. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Alix et je vous écoute et échange avec vous depuis Mexico, là où je vis depuis maintenant 6 ans. Et alors, mon rôle chez Kilotoa, c'est de participer à la communication et de piloter la communication et le marketing. Donc voilà, que je fais à distance et que je fais maintenant depuis 10 ans. Et je suis très contente, vraiment particulièrement contente d'être ici aujourd'hui car je suis une grande joueuse, d'abord de théâtre et ensuite je vois tout à fait les bénéfices qu'ont le jeu dans l'utilisation des soft skills. Et donc je suis très contente, j'ai découvert les Serious Games maintenant, ça fait 1 an, grâce à Martina et Julien, et je suis très contente de vous convaincre, de vous donner envie d'utiliser les jeux aussi à titre perso ou de votre entreprise. On va continuer avec toi, Martina. Merci, Alix. À toi, Martina. Okay. Avec plaisir. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. On est à Kilotoa, on est très internationaux. Donc moi, c'est une fille italienne qui s'est installée à Paris il y a 4 ans pour les études.
Et je suis en alternance ici à Kilotoa et je suis la conceptrice des Silus Games. Donc, c'est mon jeu que vous allez jouer et j'espère que déjà ça va vous plaire. Donc, c'est un peu avec ma créativité que j'essaye de transférer un peu ce qu'on fait en formation en digital, en collaborant avec Julien et d'autres formateurs pour créer des jeux vidéo qui vont avec les thématiques majeures de notre entreprise. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Super, merci Martina. Et je termine avec moi. Donc moi, je suis Julien Retzkowski, je suis formateur, consultant et j'ai été comédien. Et j'ai notamment découvert l'improvisation avec une personne qui est présente parmi vous aujourd'hui. C'est particulier, Bertrand qui est là. Bertrand qui est aussi formateur, je le sais, et qui fait beaucoup d'impro. Et j'ai découvert l'impro avec lui, notamment. Et donc, moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé dans le monde de l'entreprise. Et puis, en parallèle, j'ai fait de l'impro. Puis, à un moment, je n'ai pas voulu avoir de regrets. Donc, je me suis tenté à devenir comédien. Je me suis formé professionnellement. J'ai pris goût surtout au fait de transmettre. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je suis devenu formateur en utilisant les outils du théâtre au service du développement des compétences. Alors ça, c'est ma première carte. Et ma deuxième carte, plus perso, c'est le jeu. Je suis un gros joueur. D'ailleurs, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps d'y jouer, mais j'adore le jeu. Et cette thématique de la gamification et du jeu en règle générale, c'est une thématique que j'adore. Donc, je me suis auto-formé, j'ai été me renseigner, j'ai été m'intéresser de plus près. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi je lâchais jamais mes jeux. donc, une fois que j'ai été dans les méandres de mon esprit, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'engageait autant. Et j'imagine, pour ceux qui connaissent la formation, vous comprenez que l'engagement, c'est quelque chose de majeur et d'important pour nous en tant que formateur. C'est comment on va faire pour que l'apprenant soit motivé, et une motivation qu'on appelle une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'il ait envie de continuer de lui-même, pas qu'on le force parce que c'est obligatoire ou parce que quoi que ce soit. Donc, c'est ça justement que je vais développer dans cette première partie. C'est qu'est-ce qui fait que le jeu, ça fonctionne. Alors, justement, là, vous voyez une petite image. Il y a 2 lionceaux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font? C'est ma première question. Vous pouvez répondre dans le menu converser. Je vais voir un petit peu les retours et vous demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils sont en train de faire. Ils jouent. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pourquoi ils jouent, d'après vous. Effectivement, ils jouent. Ils jouent pour apprendre à chasser, pour sociabiliser, parce qu'ils en ont le temps, pour créer des liens. Super, excellent. Pour apprendre. Ok, très bien. Exactement. Ce sont 2 lionceaux qui jouent, qui s'amusent, et tout ce que vous me dites là, c'est exactement ça. Pour expérimenter, pour faire connaissance. Ils sont confinés. Alors, je mets de côté en tout cas, c'est très drôle. Le coup ils ont le temps et ils sont peut-être confinés, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en observant ces animaux, en observant leur socialisation notamment, et la façon dont ils apprennent leurs premiers pas dans la vie, on constate que, notamment chez les mammifères, il y a un processus de jeu, de pour de faux. On va tester pour de faux, notamment, on va savoir comment chasser, comment se comporter dans la meute pour de faux. Et donc, il y a un processus d'apprentissage, notamment des règles de savoir-être et de comportement, de savoir-faire aussi en termes de chasse, de savoir comment on va chasser. Donc, il y a tout un processus d'apprentissage. Et c'est en les observant que Johan Huizinga, qui est un auteur hollandais, a écrit cet ouvrage en 1936 qui s'appelle Homo Ludens. Homo Ludens, autrement dit en latin, l'homme qui joue. Il s'est notamment penché sur cette question de quand le bébé humain grandit, on apprend les premiers processus cognitifs à travers le jeu. Et pourquoi, à un moment, dans les sociétés humaines, on arrête de jouer pour apprendre? C'est une vraie question qui n'est pas forcément avec une réponse, mais en tout cas, la logique voudrait qu'on continue à jouer pour continuer à apprendre. C'est comme ça que ça se passe dans les premiers instants des mammifères, c'est comme ça que ça se passe dans les premiers instants le mammifère, l'homme en tant que mammifère, c'est exactement la même chose. Et donc, il a élaboré toute une théorie. Et sa théorie, elle est fondamentalement, et là, on comprend mieux avec la définition du jeu en termes anglais. Les Anglais, notamment, parlent de play et de game.
Dans le terme play, on a la notion de jeu comme un passe-temps. Comme le disait Elisabeth tout à l'heure, j'ai le temps, je vais passer mon temps à jouer. Il n'y a pas d'objectif. Dans le terme game, et c'est ça qui va nous intéresser, nous, en tant que Français, on utilise le terme jeu dans les deux cas. Les Anglais différencient bien les deux. Dans le terme game, il y a une autre dimension. Et c'est sur cette dimension qui est basée justement les techniques d'apprentissage. Et à partir de ça, Huizinga a développé 5 caractéristiques qui font qu'un jeu est un jeu, un game. Les 5 caractéristiques sont les suivantes. La première, c'est qu'il y a un objectif. Je veux apprendre à chasser. Je veux développer une compétence. Je veux, si c'est un jeu plus classique, je veux remporter le jeu. L'objectif, c'est soit de se divertir, soit l'objectif, ça peut être de développer une compétence. Dans le terme du serious game, c'est le cas. Il y a des règles à suivre. Les règles peuvent être, paradoxalement, peut-être s'éloigner de la réalité, ou alors s'y rapprocher. Mais en tout cas, les règles sont clairement établies et définies et partagées avec l'intégralité des joueurs. Il y a un feedback immédiat et constant. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand j'enfreins les règles ou quand je dépasse certaines conditions élaborées, j'ai un feedback qui me dit « Attention, tu as fait ça, tu dépasses tes règles ». Donc, il y a un feedback constant qui se met en place. Quatrième élément, il y a une notion de compétition. Alors, bien comprendre la notion de compétition, c'est-à-dire soit je réussis mieux que quelqu'un d'autre, soit je réussis ou je rate, soit il y a un classement et mon objectif, c'est d'être le meilleur. Il y a une notion de compétition dans le jeu qui est liée intrinsèquement avec le jeu. Et la dernière notion du jeu, la dernière caractéristique du jeu, c'est qu'on y participe de manière délibérée. Donc, ça veut dire que dans le jeu, on va avoir ce qu'on appelle, et vous allez le voir après avec la théorie de l'autodétermination, on va avoir une motivation intrinsèque à jouer. C'est-à-dire qu'on veut jouer parce que ça vient de nous. C'est peut-être la cinquième caractéristique qui différencie le jeu du serious game. Parfois, le serious game, on n'y participe pas de manière délibérée. Dans le serious game, parfois, on va nous le pousser, ce serious game. Mais parfois, avec le serious game, on va réussir à ce que l'apprenant va y rejouer de manière délibérée. Ça, c'est un petit peu différent. Quoi qu'il en soit, un chiffre, 91,5 milliards de dollars. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond, ce chiffre? Vous pouvez toujours participer dans le menu converser sur qu'est-ce que veut dire ce chiffre, d'après vous? Au jeu. C'est lié au jeu, je vous le dis effectivement. Ça correspond à quoi d'après vous? Oui, c'est ça. Ok, très bien Anne. Anne, vous avez la bonne réponse. Je vous le dis. Non, ce n'est pas jeu d'entreprise, Sonia. Non. Une somme que je n'ai pas. Tout à fait. Eh bien oui. Alors, je vous laisse continuer à participer. Mais en tout cas, vous avez donné la bonne réponse, Anne. 91,5 milliards de dollars, c'est le montant total des revenus générés par l'industrie du jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo, je ne parle pas simplement de l'industrie du jeu en règle générale. Imaginez que le jeu, au sens large du terme, on peut y ajouter tous les jeux de plateau déjà. On peut y ajouter un ballon de foot, ça peut participer à un jeu. En tout cas, plein de choses qui peuvent s'agrémenter. Vous imaginez la taille et le poids de ce marché. Donc, c'est 91,5 milliards de dollars. C'est simplement les revenus générés par l'industrie du jeu vidéo en 2015. Et c'est le double de ce qui a été généré par le cinéma. Il faut se rendre compte, c'est le double. C'est-à-dire que le jeu vidéo, clairement, là on est à une période charnière, le jeu vidéo a pris, si on imagine que l'attention des personnes est une part de gâteau, le jeu vidéo a pris beaucoup plus d'importance que le cinéma aujourd'hui dans ce qui est l'attention des personnes dans l'industrie, on va dire, du divertissement. À tel point, d'ailleurs, moi je l'ai noté, c'est qu'en tant que joueur, moi quand je jouais quand j'étais plus jeune, souvent c'était plutôt, les jeux étaient plutôt inspirés de films. Et aujourd'hui, on voit vraiment un renversement de tendance. Les films sont inspirés de jeux. Parce qu'il y a un marché plus important. Je vous ai mis 3 exemples. C'est Tomb Raider il y a eu 2 adaptations. Il y a eu, alors c'est pas forcément des bons films. Après, ça c'est une autre chose. Mais il y a également Doom et je vous ai mis aussi Warcraft. Donc le jeu a pris une importance colossale. Et une fois qu'on a fait ce constat, c'est de se demander pourquoi.
un des premiers éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup d'analystes s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel on a atteint tous les niveaux de la pyramide de Maslow en termes de nourriture donnée aux besoins. Vous vous souvenez, la pyramide de Maslow et notamment le besoin d'estime, le besoin de reconnaissance. On est au maximum de ce qu'on a pu donner. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'industrie du divertissement. Moi, j'en ai fait l'expérience. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a plus de gens qui ont atteint ce niveau ultime. Et aujourd'hui, on cherche à se reconnaître, on cherche à se développer, le développement de soi. Et aujourd'hui, ça passe parfois par le divertissement. Et notamment, pourquoi le jeu vidéo va capter justement notre attention à ce niveau-là? Pourquoi il va plus le capter que le cinéma? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et c'est ce que se sont posés beaucoup d'analystes et de psychologues. Pourquoi un tel engouement? Pourquoi un tel engouement? Il y a une théorie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la théorie de l'autodétermination. Donc, c'est une théorie qui a été élaborée en 2002 par deux psychologues, notamment Ryan et Rigby. Vous pourrez vous renseigner un peu plus parce que après sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont élaborées autour de cette théorie. La théorie, elle est notamment, c'est elle qui, je ne sais pas si vous connaissez ce principe peut-être, c'est elle notamment qui a fait la distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Je regarde, 91,5 milliards de dollars, exactement Sonia. La différence entre motivation extrinsèque et intrinsèque et extrinsèque. Pour vous schématiser l'idée, c'est qu'une motivation intrinsèque est considérée comme la plus pure des motivations parce que la personne va vouloir faire quelque chose parce qu'elle a envie, parce que ça touche à ses valeurs et qu'elle le fait de manière volontaire. Une motivation extrinsèque, la personne va réaliser une tâche, quelque chose, parce qu'elle y est poussée, soit par volonté de conformité à une réglementation sociale, soit parce qu'elle y est poussée pour se conformer à ce que veut ses parents, son groupe social, etc. Ou parce que tout simplement, s'il ne le fait pas, il a peur de la sanction. Donc évidemment, vous imaginez bien que la motivation intrinsèque, c'est ça qu'on va essayer de toucher. Et dans le jeu vidéo notamment, il y a des raisons pour lesquelles les personnes vont aller chercher de la motivation, vont aller toucher de la motivation intrinsèque, parce qu'il y a trois besoins fondamentaux que le jeu vidéo notamment va permettre de combler. Ces trois besoins, qu'on peut appeler des besoins racines, sont les suivants. C'est le besoin d'autonomie. C'est-à-dire que les êtres humains vont avoir besoin naturellement de se sentir autonomes et de voler de leurs propres ailes, entre guillemets. Deuxième besoin, ça va être le besoin de compétences et cette notion de monter en compétence, de maîtriser de nouvelles compétences. Donc ça, c'est un besoin fondamental, et en tout cas dans la théorie de l'autodétermination, qui va être nourri par le fait de jouer. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Appartenance notamment à une communauté, à des valeurs, à un groupe. Là, on retrouve l'être humain en tant qu'être profondément social. Donc ces trois besoins vont être nourris. Et c'est ça qui va générer de la motivation intrinsèque. C'est ça notamment, selon eux, qui va expliquer pourquoi des joueurs restent jusqu'à en oublier de manger. Des joueurs vont rester collés, et moi je sais de quoi je parle effectivement, vont rester collés devant leur écran en oubliant de manger parce qu'ils ont envie de franchir de nouvelles étapes, parce qu'ils veulent continuer à jouer. Et que la motivation, elle ne vient pas parce qu'on la pousse à le faire, c'est parce qu'ils ont envie de continuer. Et c'est ça la clé, c'est l'engagement, c'est ce qu'on cherche en tant que formateur, c'est comment faire pour que l'apprenant ait envie lui-même de continuer à apprendre. Et à travers le jeu et les processus de gamification, on va toucher du doigt cela. Julien, si je peux juste ajouter une petite chose, il y a aussi le fait de donner le système des récompenses en fait. Dans la vraie vie, personne ne nous dira « tu as gagné 1 point de créativité, tu as gagné 1 point d'écriture ». Or que dans les jeux vidéo, à chaque niveau qu'on passe, on aura des points en plus. Et c'est ça qui nous fait continuer de jouer et c'est ça qui nous donne l'envie, c'est ça. Exactement, merci Martina de l'avoir souligné. C'est ce qu'on appelle la gratification. C'est le processus de gratification qui va avoir un effet, on va le voir, mais ça c'est sans doute quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu parler, notamment sur l'hormone qui s'appelle la dopamine. Et donc ça, on peut l'utiliser à des fins
on peut l'utiliser à des fins de manipulation, mais on peut aussi l'utiliser à des fins qu'on considère comme étant positives pour l'apprenant. Donc, tu as tout à fait raison de le dire, ça fait partie de ces aspects-là. Alors, nous, chez Kilotoa, on vous l'a dit en préambule, nous, notre approche traditionnelle, elle utilise beaucoup le jeu. On est un organisme de formation où on utilise les techniques du théâtre pour développer les compétences, notamment soft skills. Donc, on fait, notamment dans ce cas-là, beaucoup de mise en situation. Voilà, on va rejouer une situation, on va jouer une situation fictive pour faire travailler telle ou telle compétence. Et là, le feedback, il est donné par le formateur. Donc, le jeu, on l'utilise déjà, en quelque sorte. Maintenant, ce que nous apporte le jeu vidéo, il nous fait rentrer dans une autre dimension. Il a ses limites, bien sûr, par rapport à du réel, mais il a aussi beaucoup d'avantages. Et c'est là où, justement, là, on va basculer vraiment sur qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo et le serious gaming. Le serious game, ça s'est développé avec le jeu vidéo. En début des années 70, dès le début des années 70, on a commencé à imaginer le terme de serious game. C'est-à-dire cet oxymore de dire que le jeu, potentiellement, il va peut-être permettre de développer des choses, de toucher des choses sérieuses. Là où vraiment ça a décollé et on a compris l'intérêt du serious game, c'est avec l'arrivée du jeu America's Army, America's Army en 2002, où en fait l'objectif c'était pour l'armée américaine de recruter de nouveaux conscrits. Et alors, à vous de juger après, à voir où se situe la manipulation, mais ils ont bien compris que pour engager des joueurs, de faire un jeu autour de ça et de donner des processus de valorisation du joueur à travers ça va permettre d'engager et de convaincre plus facilement. Là, on est dans ce qu'on appelle un processus de persuasion. Dans le processus de persuasion, à travers un jeu, vous pouvez par exemple développer des jeux vidéo, notamment si vous avez une cause auquel vous voulez convaincre une large partie de la population ou alerter sur certains dangers. Il y a beaucoup de jeux vidéo autour de causes, notamment, je vais vous le présenter tout à l'heure, un jeu sur la faim au Darfour. Vous vous mettez à la place en fait d'une personne qui vit dans ces régions difficiles et vous allez utiliser ce qu'on appelle deux niveaux de persuasion, qui est le niveau central, le niveau donc direct, c'est-à-dire je te dis ce que tu vas faire, donc là on va traiter de cette problématique-là. Et la deuxième voie, c'est ce qu'on appelle la voie périphérique, c'est-à-dire que pour aller vers ce développement que je vise, le fait de jouer, les mécaniques du jeu vont vous faire passer et vont vous faire prendre conscience de certaines choses et vont développer certaines compétences pour atteindre l'objectif. Donc, on a deux moyens de toucher l'apprenant, c'est la voie centrale et la façon dont on a construit le jeu, la voie périphérique. Les gros avantages du jeu vidéo, ils sont multiples, mais ils sont surtout liés au fait que c'est une machine qui met en place ses règles et ses procédés. Donc, il est industrialisable. Il y a des règles qui sont édictées auxquelles le joueur va pouvoir avoir accès assez facilement. Il y a surtout des feedbacks générés par la machine, donc moins faillibles potentiellement que l'humain. Il y a une distanciation plus importante que face à une mise en situation du réel. Parfois, c'est nécessaire dans certaines situations. Bien sûr, la limite, c'est que justement, il y a une distanciation et c'est toujours plus facile de se dire bon, ce n'est pas la vraie vie. Il y a une véritable autonomie de l'apprenant. Hein. Ça, c'est un point. Si vous avez en face de vous des responsables de formation, vous voyez bien que l'intérêt aujourd'hui, c'est de donner de l'autonomie à l'apprenant. Le jeu vidéo, une fois qu'il l'a installé, il peut y jouer quand il veut à peu près. Il y a une possibilité de jouer sur multiplateforme, de l'emmener chez soi en jouant sur le mobile, sur l'ordinateur. On a ce procédé que tu évoquais tout à l'heure, Martina, le procédé de gratification. Et la grosse différence, et c'est ce que disait Martina, et c'est pour ça que c'est important, c'est que quand on passe un niveau, souvent, vous voyez souvent dans les processus de gamification, les bases, c'est souvent qu'on dit il y a des badges. Vous savez, vous gagnez des badges, etc. Ça se voit dans plein de procédés aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est simplement parce que ça permet d'ancrer que j'ai passé un niveau. Donc, ça va déclencher notamment cette fameuse dopamine qui est l'hormone de la récompense. Ah, j'ai une récompense, donc mon cerveau petit à petit, et comme le fait est que les niveaux sont faciles à atteindre les uns après les autres, déjà, ça va me satisfaire par rapport à me dire que ça y est, j'ai passé un niveau, et je vais avoir envie d'atteindre le niveau suivant pour retrouver cette sensation de bien-être procurée par la dopamine. Donc là, c'est extrêmement simplifié. Il y a plein d'autres processus qui sont mis en œuvre, mais c'est intéressant de le noter.
Ça va permettre de développer les communautés. Souvenez-vous, hein, l'être humain, c'est un être humain avant tout social. Et vous savez que la première raison pour laquelle les joueurs vont commencer à jouer, c'est pour atteindre un statut social. C'est-à-dire que moi, je vais jouer pour atteindre un statut. Donc, quand vous concevez des serious games, si vous leur donnez ces badges, moi, je joue beaucoup à cette plateforme qui s'appelle Steam. Sur Steam, c'est très répandu. Les joueurs se reconnaissent au nombre d'heures, parce que moi, je suis fan de jeux de stratégie, notamment de celui-là, là, ça s'appelle Europa Universalis. Vous pouvez y passer des heures, beaucoup d'heures. Et les joueurs se reconnaissent au nombre d'heures auxquelles ils ont passé sur le jeu. Moi, je suis à plus de 1000 heures, moi, je suis à plus de 1500 heures. Donc, on a vraiment un procédé de gratification sociale et de statut au sein d'une communauté. Et si on pense par exemple à tous les jeux collaboratifs, notamment World of Warcraft, etc., où on doit soit créer, soit sauver un monde, ça nous met en relation avec des gens qu'on ne connaît pas, mais on pourrait créer bien sûr des liens d'amitié ou autres avec des gens comme ça. C'est plus facile parfois que dans la vraie vie. Exactement. Et ça vient toucher justement dans la théorie de l'autodétermination, ce que je vous donnais tout à l'heure, c'est notamment ce besoin de relation sociale qui est un besoin racine de l'être humain. La viralité, enfin, qui est liée avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est plus facile, notamment en termes de communication, et de partager cet élément, le jeu. Donc là, je vous ai mis l'exemple Darfur is Dying. C'est un jeu qui est jouable en ligne, qui a pour objectif de faire prendre conscience aux personnes de la difficulté d'une vie pour un paysan au Darfour. Donc, ils vont utiliser deux procédés, qui est le procédé central et le procédé périphérique. Alors, nous, on a utilisé, et notamment Martina, dans la création de son jeu, qui est consacré au feedback. Donc, le feedback, et notamment dans le développement des soft skills, on va procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite vidéo qui va se lancer pour vous montrer un peu les bases. Et après, à chaque fois, je vais lancer des petits sondages. Et ce sera la réponse la plus donnée qui sera la réponse du joueur que vous simulerez tous ensemble. Oui. C'est bon, Martina, pour toi? Oui. J'explique juste un petit peu le contexte. Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, Julien, c'est un serious game qu'on a conçu sur le feedback, sur la méthode du feedback, en suivant la méthode du DESC. Peut-être pas tous d'entre vous le connaissent, mais c'est une méthode pour donner un bon feedback, qui soit pour un manager ou un simple collègue. Donc, le jeu en soi, il est composé par 2 modules, dont le premier, il est beaucoup plus théorique, donc on nous explique c'est quoi le desk. Or que le deuxième, celui qu'on va tester aujourd'hui, c'est plus dynamique, c'est plus pratique. Donc, on a décidé de commencer par le deuxième, justement parce qu'il y a plus d'interaction avec les joueurs et aussi parce qu'on ne veut pas vous donner toutes les infos directement. Et on veut tester aussi votre niveau de connaissance du feedback. Vous n'aurez pas de mauvaises notes à la fin. Oui, non, il n'y aura pas de mauvaises notes, je le promets. Et juste pour donner les contextes un peu, comme on le fait dans les formations en présentiel à Kilotoa, il s'agit d'un jeu où il y a une mise en situation. Cette mise en situation, c'est une réunion qui se passe un peu mal entre 2 collègues, Thomas et Aurélie. Et c'est un peu à nous c'est aux joueurs de donner le feedback ou de le recevoir de la bonne manière. Voilà. Et dans le jeu, on peut décider de jouer soit dans la peau d'Aurélie, donc donner un feedback à quelqu'un, ou être dans la peau de Thomas et donc le recevoir. Et pour aujourd'hui, on fera juste la première partie, donc donner un feedback. C'est parti. Voilà. Je peux le lancer, Julien. Bien, voilà les grandes lignes du projet. À présent, je vais laisser la parole à Aurélie, qui va nous présenter son plan d'action. Merci Franck. Donc la présentation d'Aurélie s'est bien passée. À la fin de son intervention, elle est interrogée sur le sujet dont Thomas devait s'occuper. Alors, Aurélie, que peux-tu nous dire sur ces aspects? C'est un point très important, Franck. Tu as raison. Thomas, tu peux nous en dire un peu plus? Tu sais, je suis ennuyé. Je pensais que je t'avais donné toutes les infos. Ah bon? Mais on devait avancer hier et tu as annulé notre réunion. Ah oui, c'est vrai, désolé. Bon, écoutez, vous réglerez ça tous les deux. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas préparé. C'est un sujet fondamental.
On va devoir en reparler à notre prochain point d'avancement, c'est dommage. Alors là, on est mardi, 10h30, c'est la fin de la réunion. Il m'a vraiment fait passer pour une incompétente. Il va falloir qu'on en reparle. Mhm. Un peu tendue cette réunion sur la fin. C'est vrai que j'ai oublié de lui dire que j'ai des chaunes. Elle perd vite son sang-froid quand même. Alors attention, ça va être à vous. Bon, tu vois, ça s'est mal passé. Pas facile de se parler dans certaines situations. C'est peut-être l'occasion de faire un feedback pour l'une et recevoir un feedback pour l'autre. Et c'est là que tu interviens, c'est là que vous intervenez. Donc, tu préfères commencer par donner ou recevoir le feedback. Que tu sois dans la peau de Thomas ou d'Aurélie, tu vas voir que d'autres ne réagissent pas forcément bien. À toi de faire les bons choix pour établir l'équilibre dans la relation. Alors, on va incarner Aurélie, hein, c'est ça, Martina, hein? Nous incarnons Aurélie. N'oubliez pas, vous êtes dans la peau d'Aurélie. Tu as fait le choix d'être dans la peau d'Aurélie. Thomas est maintenant face à toi, prêt pour lui donner ton feedback. On y va. Alors, j'explique juste vite fait comment on va s'organiser pour ça. Vous voyez, vous avez à côté les 3 choix possibles. Donc, Julien, il va lancer le questionnaire. Moi, je vais lire les questions pour vous. Bon, on ne sait jamais, ça fait toujours du bien de lire les réponses. Et comme Julien l'a dit, après, il choisira la réponse la plus votée. C'est parti. Donc, alors, qu'est-ce que tu dis à Thomas? Premier choix, c'est tu n'as pas l'impression d'avoir oublié de me dire quelque chose hier. Deuxième choix, nous n'avons pas pu présenter jusqu'au but le projet déco 2021. Et le troisième choix, c'est tu sais, je veux pas de conflit entre nous. Et voilà, vous pouvez répondre. Voilà, je vais vous laisser encore 5 secondes pour répondre. On est à une participation de 58%. Ça monte, 70. Attention, je vais mettre fin au sondage maintenant. Donc, la réponse qui a été choisie, que je vais faire, c'est à 79%. Donc je vous partage les résultats. Nous n'avons pas pu présenter jusqu'au bout le projet déco 2021. Nous n'avons pas pu présenter jusqu'au bout le projet déco 2021. Effectivement, et j'en suis navré. Tu t'étais engagé à traiter la partie relative aux aspects techniques. Deuxième partie, exprimer. C'est ça, hein, Martina, hein? Oui. Alors, je vais vous lancer le deuxième sondage exprimé. C'est parti. Alors, comment veux-tu continuer? Alors, premier choix, j'ai été surprise que tu ne me préviennes pas de ton indisponibilité hier après-midi. Deuxième choix, j'ai été moitié surprise te connaissant de voir que tu n'avais pas préparé ta partie. Troisième choix, t'étais où hier après-midi? Je t'ai cherché partout et pas moyen de te trouver. OK, je vous laisse encore 5 secondes pour répondre. Super, là, je vois qu'il y a plus de réactivité. Je mets fin au sondage. Donc, le choix qui a été fait, c'est j'ai été surprise que tu ne me préviennes pas de ton indisponibilité hier après-midi. Alors, J'ai été surprise que tu ne me préviennes pas de ton indisponibilité hier après-midi. Et assez déçue aussi que ça ne se passe pas très bien. Oui, moi aussi, à vrai dire. alors, troisième partie. Oui. Alors, Attends, je vais Relancer. relancer le sondage. Troisième partie, la solution. Lancer le sondage. Alors, réponds-lui de la manière qui te paraît la plus appropriée. Alors, premier choix. La prochaine fois, tu me préviendras quand tu n'as pas pu quand tu n'as pas pu travailler sur un sujet. Deuxième choix. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose avec toi et qu'on n'arrive pas à communiquer. Troisième choix. Je te propose de me prévenir quand tu ne peux finalement pas être disponible pour qu'on puisse trouver ensemble une solution, pardon. Excuse. On avait traduit, t'inquiète pas, Martina. Il nous reste 5 secondes pour répondre. Attention, je vais bloquer les sondages maintenant. Eh bien, 93%, c'est je te propose de me prévenir quand tu ne peux finalement pas être disponible pour qu'on puisse trouver ensemble une solution. Je te propose de me prévenir quand tu ne peux finalement pas être disponible pour qu'on puisse trouver ensemble une solution. Ok, tu as raison. J'ai oublié de le faire et je m'en excuse.
Alors, nous arrivons à la conclusion. Je vais vous lancer le sondage maintenant. Donc ça, c'est la dernière question. À toi de conclure avec la phrase AD4. Premier choix. Vu comment s'est passée cette réunion, je pense qu'on n'est pas prêt pour de retravailler un binôme. Deuxième choix. Si tu me préviens avant, ça m'évitera d'avoir honte en réunion. Troisième choix. Si on arrive à s'organiser avant, pas de mauvaise surprise en réunion. Super. Je vous laisse encore Merci à 5 vous. secondes pour participer. 4, 3, 2, 1. Et je mets fin au sondage, 93%. Si on arrive à s'organiser avant, pas de mauvaise surprise en réunion. Si on arrive à s'organiser avant, pas de mauvaise surprise en réunion. On anticipe et on sort gagnant de l'histoire tous les deux. Merci pour ce retour. Je comprends ta réaction et je ferai plus attention à l'avenir. Donc, là, tu peux peut-être expliquer ce qui va se passer, Martina. Oui, alors, donc on se retrouve avec une autre collègue, Karine, le soir même, et elle nous attend au bar pour qu'on lui explique qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas. En fait, là, c'est le moment où comment dire, la personne qui connaît bien le feedback et qui connaît bien la méthode du desk, elle va nous dire si on a bien choisi ou si on a fait des mauvais choix. Elle nous dira jamais tu t'es trompé parce que c'est pas ça le but d'une serious game ou c'est pas ça le but d'une formation, c'est de nous faire grandir, c'est de nous faire progresser et de comprendre quelles ont été les erreurs qu'on a fait. Donc voilà, tu peux lancer le feedback de Karine. Je vois l'heure qui avance. On a compris l'idée en règle générale. Je vous invite, c'est un serious game qui est gratuit sur notre site, à le tester. Vous l'avez, je pense, réussi brillamment. Bravo à tous. Globalement, je ne sais pas si vous étiez au courant de la méthode desk, mais en tout cas, encore une fois, bravo. C'était pour vous donner un peu l'idée. Merci beaucoup, Martina, pour l'animation de ce serious game. De ce que l'on peut proposer et ce que Martina a imaginé en se basant sur ce qu'on propose chez Kilotoa. On va bientôt conclure. Je laisse la parole à Alix pour nous parler un peu des perspectives du Serious Game. Mais en fait, merci Martina et Julien pour la présentation du jeu. Je suis très contente aussi de vous faire l'analyse parce que figurez-vous que, donc, bon, comme vous l'avez vu, on a associé soft skills et jeu. Donc, c'est très important chez Kilotoa. Parce que figurez-vous, vous le savez peut-être, mais selon l'OCDE, en 2030, 30% des métiers auront changé. Donc, 2030, comme disait Julien, c'est dans 10 ans. 10 ans, ça passe très vite. Quand on repense qu'on faisait dans 10 ans, enfin, moi j'étais par exemple dans le même travail. Donc c'est impressionnant, 30% des métiers vont changer. Et autre information importante, il y aura 4 compétences primordiales qui seront reconnues et qui seront nécessaires, 4 qualités nécessaires dans le monde du travail, qui seront la pensée critique, la collaboration, la communication et il me manque le dernier que je vous dis tout de suite, et la créativité. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des compétences qui appartiennent au monde des soft skills et elles représenteront 80% des qualités nécessaires dans le monde du travail. Donc, d'autant plus important de mettre en avant les soft skills grâce aux jeux, et en plus, on le sait que les jeux, que ce soit des jeux de simulation, des jeux de mise en situation, des jeux comme les serious games, eh ben, elles accentuent l'engagement, comme vous disiez Julien au début. Donc, on était très content d'être sur ce chemin vers 2030. Super, merci beaucoup, Alix. Alors, c'est l'occasion maintenant de vous poser des questions. S'il y a des points que vous vouliez peut-être évoquer avec nous, je vous écoute et puis on va y répondre ensemble. Alors oui, je vois une question de Marie, je réponds tout de suite. Bien sûr. Alors, on peut trouver ce Serious Game sur notre site où vous trouverez le premier module. Oui. Alix, si tu peux peut-être partager. Voilà, super, parfait. Merci. Alix a partagé la page dédiée au Serious Game de notre site. Vous pouvez vous inscrire pour le module 1 et moi, je vous enverrai le premier et ensuite le deuxième module ensemble. Sachez qu'il y a aussi d'autres
2 Serious Games qui sont déjà sur le site. Dis-moi si je me trompe Alors pas. justement, Martina, je voudrais vous dire une petite information. En fait, Ouais. comme vous étiez les 19 aujourd'hui, eh ben, vous serez les 19 premiers à jouer à notre jeu Kilo Antis. Alors, on est très content de vous le partager en exclusivité parce que, en fait, c'est un peu notre, comment dire, on y a mis beaucoup de cœur et Martina particulièrement avec l'aide de beaucoup de gens pour vous faire découvrir Kilotoa, vous faire apprendre des choses aussi. Et donc, on avait envie de vous offrir comme cadeau l'exclusivité de jouer à ce jeu. Et donc, entre ce soir et demain, vous allez recevoir un mail pour pouvoir jouer en premier à ce jeu Kilo Antis. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas encore disponible sur le site, parce qu'on voulait vous réservez l'exclusivité. Tu m'as fait une surprise, Alix. Super, merci Alix. Voilà, à partir de la semaine prochaine, il sera disponible sur le site. Mais voilà, pour vous donner la possibilité de jouer, je vous enverrai un petit mail. Et puis, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Et c'est Martina qui vous enverra les codes. Oui, et je rebondis sur ça. Vous allez recevoir un mail de Kilotoa Group. Donc, ça ne sera pas Martina Pellegrino qui vous envoie un mail. Et vérifiez bien dans vos spams si le mail il n'apparaît pas. Parce que c'est un problème qu'on a avec le logiciel et parfois. Ouais, ça, c'est vrai que c'est des problèmes qui arrivent parfois, effectivement, et merci de le signaler. Oui. J'en profite aussi pour vous dire qu'on fabrique les Sales Games. Martina, elle est formée à ça et elle a une formation spécifique sur le game design. Mais on utilise un logiciel qui s'appelle VTS Player, tu me dis, hein, si je me trompe, Martina, mais qui est développé par notre partenaire que vous voyez ici, qui s'appelle Serious Factory. Grosso modo, nous, on a le savoir-faire de la formation, le savoir-faire pédagogique, et derrière, on a l'outil qui est le savoir-faire plus technique qui est maintenu par Serious Factory. Donc, les deux ensemble, on a trouvé vraiment un écosystème intéressant qui pourra peut-être vous intéresser par rapport à ce que vous disiez au démarrage si vous êtes dans la formation. De vous rapprocher justement, si vous êtes dans la formation, rapprochez-vous d'un savoir-faire technique peut-être pour développer ce genre de jeu. Parce que c'est toujours bien d'avoir affaire à des professionnels dans ce domaine-là. On n'est pas forcément, moi par exemple, VTS Player, je trouve ça génial, mais je laisse ça aux professionnels comme Martina. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je peux peut-être rajouter une info. Oui, Donc, comme vous le savez, ce webinaire est enregistré. Donc, voilà, vous aurez accès au replay via notre page LinkedIn Kilotoa. Je vous mets le lien ici. Voilà. Alors, il faut combien de temps pour développer un serious game de ce type? Alors, il n'y a pas une durée fixe. Ça peut durer une année comme quelques mois. Ça dépend de la durée du jeu en soi. Moi, de mon côté, je suis aidée par les formateurs de Kilotoa dans tout ce qui est le contenu et la pédagogie. Donc, c'est vrai que pour ce côté, ça va aller plus vite. Après, le développement, combien coûte le développement du jeu? Je laisse Julien répondre à ça. Ouais. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai pas le coût de développement. Si vous voulez, Sonia, pour répondre à votre question, j'avoue que je peux y répondre. Envoyez-moi un mail. Je vais vous donner mon mail et je vais parce que ça dépend en fait. Ça dépend de plein de choses parce que si le module c'est quelque chose qui a déjà été développé par Serious Factory en l'occurrence, on s'appuie sur le modèle et du coup ça revient moins cher. Si c'est quelque chose de complètement nouveau, ça va revenir évidemment beaucoup plus cher. Il y a autre chose à prendre en considération, il faut prendre en considération que nous, par exemple, Martina, c'est une personne qu'on paye et c'est une personne qu'on paye pour faire le jeu. Donc, c'est un peu compliqué de répondre, mais si vous voulez, ça vous intéresse, on échange plus en aval pour pas que je vous dise de bêtises. J'ai peur de vous dire des bêtises. Par contre, pour la durée, moi, il faut juste savoir. Donc, je vous écris mon mail Kilotoa Group à tous. Je vous envoie un mail à tous pour si vous avez ce genre de questions. Kilotoa Group. Et j'y répondrai de manière groupée s'il y a plusieurs questions comme ça. Hop. Tac. Juste pour répondre à la question sur la durée, il faut bien prendre en considération qu'il y a plusieurs étapes dans le développement. Il y a la première étape où vous allez, comme quand vous créez une formation, puisqu'il y a beaucoup de spécialistes de la formation, vous allez créer, déjà vous allez partir des objectifs pédagogiques et vous allez créer ce qu'on appelle le scénario. Donc, scénario pédagogique de qu'est-ce que je veux développer et les embranchements.
Donc ça, on est vraiment sur l'écriture comme n'importe quel jeu, si vous avez fait des jeux de plateau ou quoi que ce soit. À bientôt tous ceux qui doivent partir. Merci de votre participation. Donc, c'est des jeux. Donc là, c'est la phase amont. Si vous êtes déjà au clair, ça va vous faire gagner énormément de temps. Moi, pour vous donner un exemple, quand j'ai participé à un des premiers Serious Games qu'on a fabriqué, cette phase-là, je l'ai fait à peu près, puisque j'étais assez au clair sur ce que je voulais, puis j'étais un joueur à la base, je l'ai fait en 3 jours à peu près, 3-4 jours, plein, hein, 3-4 jours plein. Oui, disons que si si on a déjà l'idée et toutes les bases, en soi, le logiciel, il est très, très intuitif. Ouais. Et avec un minimum d'expertise, je peux vous avouer que tout le monde peut créer son Serious Game. Toi, par exemple, Martina, tu as mis combien de temps pour prendre en main l'outil? J'ai suivi trois journées entières de formation. Et après, à chaque fois que j'ai une question technique en ce qui concerne le logiciel, Sirius Factory, ils me répondent tout de suite. On s'échange, on partage comment ça s'appelle? On partage la source. Comme ça, ils peuvent modifier pour moi, moi je peux modifier pour eux. C'est vraiment une collaboration très stricte. Et pour vous donner une idée, donc je me permets de compléter, hein, Martina, Oui. pour la question du temps. Moi, par exemple, sur le Serious Game Feedback que j'avais fait, on avait déjà une base, puisqu'on avait déjà créé un Serious Game sur le feedback, qui était une version, entre guillemets, une première version, une bêta version. Et je me suis basé sur cette structure. Donc, j'ai mis 3-4 jours pour écrire le scénario. Ensuite, j'ai fait des allers-retours avec Serious Factory. Ça a duré environ 2 semaines pour affiner, etc. Et ensuite, derrière, il y a eu l'enregistrement des voix. Il faut que vous preniez en considération l'enregistrement des voix aussi qui dure 1 semaine. Donc, bon an, mal an, c'est environ 1 mois si vous avez une base déjà qui existe. Si vous n'avez pas de base, ça peut aller sur un… Après, je vous parle d'un serious game assez simple comme celui qu'on vous a présenté, hein. Je veux dire simple, pas dans ce qu'il traite, mais Par exemple, pas de plusieurs embranchements, quoi. Par exemple, Kilo Antis est un jeu un peu plus difficile, entre guillemets, dans la réalisation et ça m'a pris, je dirais, une année. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est assez large. Ouais, parce qu'on n'avait pas de base au début. Voilà, c'est ça. Oui, je me souviens que tu avais construit la plateforme. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a un temps maximum, comme les formations en ligne, 20 minutes pour conserver l'attention? Excellente question, Valérie. Merci de le poser. Alors, effectivement, 20 minutes pour conserver. Alors, effectivement, ce qui est bien avec le jeu, c'est comme les personnes y jouent en autonomie. Ils y jouent. En fait, si le jeu est bien fait, nous, on espère qu'ils y jouent 2 jours d'affilée. C'est tout l'intérêt du jeu, en fait, par rapport à une vidéo, par exemple. Effectivement, le temps d'attention, je ne sais pas si vous êtes au courant, Valérie, mais le temps d'attention des personnes qui vont sur YouTube, c'est une petite question que je vous pose. D'après vous, il est de combien? Vous pouvez répondre dans le chat. Je vais vous répondre quelques secondes, 5 minutes. Eh bien non, sur le temps d'attention, en tout cas pour capter l'attention, sur YouTube, hein, on se parle sur YouTube, hein, il est de 7 secondes. Pour répondre à ça, je me base sur une étude de Microsoft en 2008. En fait, Microsoft a monté une étude pour savoir quelle était la durée d'exposition optimale sur les publicités sur YouTube. Et à travers les études qu'ils ont faites notamment via le temps d'attention, en regardant notamment l'évolution du globe oculaire, de voir où il se situait sur une vidéo YouTube. Eh bien, le temps d'attention, si on ne capte pas l'attention dans les 7 premières secondes, c'est fini. Donc, c'est vraiment la culture du zapping. Le temps d'attention moyen, ça a été mis en corrélation, en parallèle d'un poisson rouge. C'est-à-dire que les poissons rouges ont la capacité de tenir une attention de 9 secondes. Ce qui veut dire que le temps d'attention moyen d'un humain sur YouTube, il est inférieur à un poisson rouge. Donc, vous imaginez un peu Ça fait réfléchir. Et tout le bonheur du serious game, évidemment, c'est pas de les forcer si on les force et qu'on les capte pas. Si la personne a une motivation extrinsèque au démarrage et qu'on les capte pas dès les 7 premières secondes, ça va être très facile pour lui de zapper. En revanche, si c'est lui qui a fait cet élément, déjà s'il est capté dès les 7 premières secondes, là, on peut dire qu'on l'a engagé quelque part. Derrière, c'est difficile à dire parce que la main est donnée vraiment à l'apprenant.
Donc, les 20 minutes que vous avez l'habitude d'entendre, et notamment dans tout ce qui est aspect cognitif d'une formation en présentiel, sont complètement remis en question lorsqu'on passe en digital. Déjà, en règle générale, quand on fait des formations à distance, pensez que les séquences doivent être environ de 7 minutes. Là où en présentiel, c'est environ 20 minutes, effectivement. Donc, en digital, déjà, c'est 7 minutes. Quand vous êtes sur format vidéo sur YouTube, vous êtes à 7 secondes. Et en jeu, c'est complètement différent parce qu'il y a toujours cette règle des 7 secondes, mais derrière, après, l'idée, c'est que l'apprenant, il continue. Si je peux Voilà. rebondir aussi sur ça, à différence des jeux vidéo classiques qu'on a l'habitude, qui durent peut-être des journées, des mois, autant ils sont difficiles, un serious game, il ne peut pas durer autant, bien sûr. Il y aura bien sûr une durée qui est limitée, 20 minutes, 7 minutes, ça dépend. Mais ce qui est intéressant aussi du jeu, c'est la possibilité de sauvegarder, sortir et le reprendre un autre jour. C'est un avantage extrêmement important. Qui est différent. Ouais, on peut faire la même chose avec une vidéo, mais c'est pas exactement la même chose. Exactement. Mais moi, je rêve un jour d'un jeu, un RPG serious game, dans lequel on est capable de passer des années et qu'on crée des communautés autour de ça. Hein. J'espère que ça existera un jour. Ça sera nous qui le fait. Oui, bah, on va y travailler. Il faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers participants et participantes? Je vois que non. Écoutez, on est dans les temps. C'était un plaisir de partager avec vous ces quelques idées, ce qu'on avait pu proposer. Je me permets quand même de vous rappeler, si vous voulez revoir le replay, s'il y a des éléments que vous voulez creuser un petit peu, Oui. je vous remets le lien vers notre groupe, le groupe LinkedIn. Le groupe LinkedIn, donc, ça vous permet d'avoir toute notre actualité. On met beaucoup de contenu en ce moment sur LinkedIn, notamment tous les webinaires qu'on a pu faire. Vous avez des webinaires sur plein de sujets qui sont connexes à notre activité, des webinaires sur pas encore sur la concentration, ça va arriver, des webinaires sur l'improvisation, des webinaires sur le storytelling. Vous avez aussi des articles, vous avez plein de choses, des vidéos pour la respiration qui viennent d'arriver. Donc, likez notre groupe et puis vous aurez toute notre activité en live. Quoi dire d'autre? Dès demain, le replay et puis votre cadeau qui va arriver demain ou après-demain. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci Martina, merci Alix. Merci Julien, merci Martina. Merci d'être venu. Jouez bien. À ciao.